Bonjour, je suis content de vous voir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. J'espère aussi que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Mes chers amis, soyez les bienvenus dans le 4e chapitre de ce Super Flame Story. « 4 décembre. Odin, Bloom, Bennett, Tassier, Alias, Wolf, Mendes, Fonk et Hudson. Tels étaient les noms des 9 personnes qui avaient dû passer la nuit dans leur voiture, bloquées dans le froid de la tempête de neige qui avait duré toute la nuit. Les voitures n'ayant pas daigné démarrer, il avait été impossible à l'équipe d'allumer les chauffages des véhicules. Aussi, ils s'étaient emmitouflés du mieux qu'ils pouvaient. Heureusement, dans le coffre des voitures de police se trouvaient des couvertures de survie. Sans elles, l'hypothermie aurait pu avoir raison de nombre d'entre eux. Andrew avait passé la nuit à tenter d'ouvrir sa porte, toujours sans résultat. Au petit matin, ses yeux bordés de cernes lui avaient valu quelques blagues de Rico, son ami corbeau doté de la parole. « Dis-moi, Rico, tu n'aurais pas des congénères dans le secteur de Pic-au-Vent » demanda l'homme à l'oiseau. « Pourquoi donc » interrogea l'animal. « Pour leur demander s'ils ont vu des choses étranges. » Le volatile à plume noire pencha sa tête sur le côté. « Y a bien Patrice qui traîne dans le secteur de temps en temps, mais il me fait la gueule depuis que j'ai eu une aventure avec sa femelle. Les œufs qu'elle a pondus sont, disons, plus les biens que les siens, si tu vois ce que je veux dire. » En fait, t'es un peu le marquis de Sade des oiseaux. « Merci pour le compliment. Bon, je vais voir si j'aperçois d'autres corbeaux dans les environs, » déclara Rico en prenant son envol. La lueur d'espoir que représentait l'oiseau s'éteignit brutalement, alors que Rico venait de dépasser la cime des grands sapins qui bordaient la route. Pan! Un coup de feu, vraisemblablement de fusil, venait d'être tiré, dans la direction de Rico. L'oiseau chuta et s'écrasa dans la neige, dans l'écho résonnant de la détonation. « Rico !» hurla Andrew en se précipitant dans la direction du volatile, tandis que l'inspectrice Odin et le lieutenant Fonk filaient dans la direction du coup de feu, l'arme au poing. Lorsqu'il arriva au chevet de son ami à plume, Andrew vit qu'il respirait encore, mais il était très mal en point, et son aile gauche était transpercée. « Andrew, j'ai mal. » Bennett tenta une nouvelle fois de rentrer dans son bureau, en vain. La porte restait verrouillée. Bientôt, Alias et Bloom arrivèrent également auprès de l'animal. Ils avaient avec eux une trousse de soins. Alias, qui avait de bonnes connaissances médicales du fait de son passé, examina Rico. « La blessure est moche, très moche, mais au moins la balle est ressortie. Le mieux à faire, c'est de passer un garrot et de ne pas trop le bouger. » Alias mit en place les bandages, puis Andrew prit son ami à plume dans ses bras, contre sa poitrine. « Si je meurs, dis à ma femelle que je l'aime. »« À laquelle ?» plaisanta Andrew. « Ah, t'es con !» répondit l'oiseau avant de fermer les yeux. Il était très faible et respirait péniblement. Andrew découpa un morceau de couverture de survie à la taille de son ami et le plaça à l'arrière de la voiture de l'inspecteur Bloom, dans une boîte au fond de laquelle il avait mis son écharpe, improvisant pour l'oiseau un petit matelas de fortune. « Ça va aller, Bennett ?» demanda l'inspecteur à l'homme à l'étrange porte, tandis qu'il refermait celle du véhicule. « Je n'ai plus accès à ma porte. Un de mes amis est mourant. On est bloqué ici et on ne sait pas ce qui se trame à Pic-au-Vent. Alors non, ça ne va pas vraiment, inspecteur. » À la place conducteur de la voiture 4, l'officier Wolf tentait de bidouiller la radio pour voir s'il pouvait capter un signal. Impossible pour lui de joindre le poste de police. En revanche, il arrivait à capter Marmottin FM, la petite radio locale de la ville. Il écoutait la matinale. Le présentateur parlait de Pic-au-Vent. Deuxième jour sans électricité à Marmottin, l'origine de la coupure est toujours inconnue, mais la compagnie de l'électricité fait de son mieux pour déployer des générateurs dans toute la ville. Et on est toujours sans nouvelles de Pic-au-Vent, mais aussi, et c'est tout aussi inquiétant, de l'expédition lancée par le commissaire Tassier. Ce sont en tout 9 personnes qui n'ont plus donné de signe de vie depuis hier. Rémi, qu'en penses-tu ? Eh oui, ça fait justement la une de la Gazette de Marmottin. Où sont passés nos policiers, titre le numéro du jour. Pour répondre à nos questions, nous accueillons le capitaine Leblanc qui dirige le commissariat en l'absence du commissaire Tassier. Capitaine Leblanc, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe à Pic-au-Vent ? On ne sait pas trop, mais nous privilégions la piste du blackout total à cause des intempéries. C'est déjà arrivé plusieurs fois par le passé. Et en ce qui concerne vos collègues, vous êtes toujours sans nouvelles ? En effet, nous supposons que le relais situé au poste de police de Pic-au-Vent est hors service, ce qui empêche le contact radio. Pour le reste, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment même, l'hélicoptère des pompiers de Marmottin se prépare à décoller direction Pic-au-Vent pour faire du repérage. Dans l'article qu'on peut lire dans la Gazette de Marmottin, l'auteur, Cassandra Darmin, la sœur de feu Richard Darmin,
estime que la police, je cite, ne sait pas du tout où elle va et progresse à l'aveugle, tout comme c'était le cas il y a 2 ans avec le décapiteur fou. Tss, quelle connasse celle-là! S'exclama l'officier Wolf. Vous savez, je pense que je vais paraphraser l'inspecteur Bloom. La seule chose à quoi doit servir la Gazette de Marmottin, c'est à allumer son feu de cheminée. Ce journal, ou plutôt ce torchon, aurait dû être supprimé il y a longtemps. Il ne doit sa survie qu'à son rachat par la société Darmin et Fils, qui, ironiquement, appartenait à Francis Darmin, un des principaux responsables de l'affaire du décapiteur fou. Pareil pour Elisa Meunier, qui était la rédactrice en chef de la Gazette de Marmottin à l'époque. Ça annonce la couleur de l'encre puante qui sert à imprimer cette saleté. En tout cas, ça a le mérite d'être clair. Donc pour vous, capitaine, la situation est sous contrôle. On fait de notre mieux et on agit en professionnel. Bien joué, Leblanc! S'exclama Wolf quand il entendit qu'on criait à l'extérieur du véhicule. Dehors, sur la route, on pouvait voir 3 silhouettes se dessiner dans le brouillard. 2 étaient familières. C'était l'inspectrice Audin et le lieutenant Fonck. La 3e, en revanche, appartenait à un homme inconnu au bataillon. Dans sa main droite, le lieutenant Fonck tenait un fusil. Les 2 policiers avaient arrêté quelqu'un. L'interpellé était un vieillard qui portait des vêtements inadaptés aux conditions météo. En effet, ce dernier était torse nu et ne semblait pas souffrir du froid. « Commissaire, on a trouvé le tireur !» s'exclama l'inspectrice. « Au boulot, Audin !» déclara le commissaire en se rapprochant en compagnie d'Alias. « Le gars est bizarre, il a un discours incohérent. » expliqua le lieutenant Fonck. « Incohérent ?» demanda Alias. C'est alors que l'homme commença à parler d'une voix basse. Rien ni personne ne doit quitter Pic-au-Vent. C'est quoi votre nom, monsieur demanda l'inspecteur Bloom. Rien ni personne ne doit quitter Pic-au-Vent. Ça sert à rien, inspecteur, il est en boucle, précisa le lieutenant Fonck. Le commissaire Tassier demanda au sergent Hudson d'amener une couverture de survie au vieillard. L'inspecteur Bloom reprit. « Pourquoi vous aviez une arme, monsieur? Vous avez un permis pour ça ?» Rien ni personne ne doit quitter Pic-au-Vent. Rien ni personne ne doit quitter Pic-au-Vent. Il avait des papiers sur lui demanda Alias à l'inspectrice. Négatif, on l'a trouvé comme ça, le regard perdu en direction du ciel, les bras ballants et son fusil dans la main. Rien ni personne ne doit quitter Pic-au-Vent. Oh, c'est bon, on a compris, monsieur, hein s'exclama le commissaire Tassier, un peu agacé. Tout à coup, sans prévenir, le vieil homme changea son discours. Je peux soigner l'oiseau. Qu'est-ce qu'il a dit demanda Bloom qui avait la tête ailleurs. Je peux soigner l'oiseau. Vous pouvez soigner l'oiseau. Je peux soigner l'oiseau. L'inspecteur Bloom demanda à Bennett de venir. Qu'est-ce qui se passe demanda l'homme à l'étrange porte. Le vieux qu'on a interpellé. Oui, eh bien, quoi interrogea Andrew, agacé. Je peux soigner l'oiseau bredouilla une énième fois le vieillard en touchant le bras de Bennett. Et comment comptez-vous faire? Je peux soigner l'oiseau. Comment? De la magie. De la magie. De la magie. Quel curieux personnage déclara Andrew Bennett en fixant le vieil homme au fusil dans les yeux. Tout à coup, l'homme à l'étrange porte se figea lorsqu'il remarqua une étrange lueur dorée dans le regard de l'homme qui avait tiré sur Rico. Nom de Dieu! Que se passe-t-il, Bennett? demanda l'inspecteur Bloom. Je n'en suis pas encore sûr, mais je crois que cet homme est sous l'emprise d'une sorte de maléfice. Vous avez utilisé de la magie, monsieur? De la magie. De la magie. De la magie. Oh, de la magie. Pourquoi vous avez utilisé de la magie? Protéger. Pour protéger. Protéger. Pour protéger quoi? demanda Andrew en secouant le curieux personnage. Le vieil homme s'assit dans la neige. Rien ni personne ne doit quitter Pic-au-Vent. Pourquoi vous dites ça? demanda Andrew, suppliant. Je peux sauver l'oiseau, déclara l'homme en se relevant brutalement, ce qui poussa le lieutenant Fonck à approcher sa main de son arme avant de se raviser. L'inspecteur Bloom, Alias, Tassier et Andrew se regardèrent, l'air de se dire « Bon, on fait quoi ?» Andrew hésita quelques instants avant de demander à l'inspecteur d'aller chercher la boîte contenant le pauvre Rico à l'arrière de son véhicule. Lorsqu'il revint, le vieillard se précipita vers l'inspecteur. « Je peux soigner l'oiseau! Je peux soigner l'oiseau !» Rico était inconscient. Il respirait à peine. « Comment vous allez le soigner ?» demanda le commissaire Tassier au vieil homme. « De la magie! De la magie! De la magie !» Sans crier gare, l'homme arracha le carton des mains de l'inspecteur Bloom. « Hé, vous faites quoi ?» L'homme ne répondit pas et se mit à marcher avec détermination dans la direction par laquelle il était arrivé. « Monsieur, stop !» s'exclama l'inspectrice Audin, tandis que le lieutenant Fonck et le sergent Hudson dégainaient. Andrew fit signe aux policiers de baisser leurs armes. Le commissaire Tassier, après un échange de regards avec Bennett, confirma l'ordre. « On le suit !» s'exclama Bennett. « Wolf, Mendes, Hudson, vous gardez les bagnoles, les autres avec nous !» ordonna le commissaire qui emboîta le pas du vieillard. Les enquêteurs commencèrent alors à s'enfoncer dans la forêt de sapins qui bordait la route enneigée qui reliait Marmottin à Pic-au-Vent. « Où est-ce qu'il va ?» demanda l'inspecteur Bloom. « Je n'en sais foutrement rien.
déclara Alias. Mais si Bennett veut qu'on le suive, il y a forcément une raison. Pendant ce temps, au niveau des véhicules, le sergent Hudson et les officiers Wolf et Mendes tentaient tant bien que mal de redémarrer les véhicules, toujours sans succès. C'est quand même dingue ce qui se passe ici, lança Wolf. Je sais pas vous les gars, mais avec cette accalmie, j'hésite à tenter de redescendre à Marmottin à pied, déclara le sergent Hudson. T'en penses quoi, Mendes? La conversation fut interrompue par un bruit d'hélicoptère. C'étaient les pompiers de Marmottin qui étaient en train de survoler la route enneigée sur laquelle les véhicules de police étaient restés coincés. Wolf, Mendes et Hudson se mirent à faire des grands signes à l'hélicoptère. Le pilote se posa légèrement en contrebas, au milieu d'un champ enneigé. Un homme sortit de l'aéronef, la tête baissée, luttant contre le vent provoqué par les hélices. Il se dirigea alors vers les 3 policiers. Mais contrairement à ce à quoi s'attendait le trio, cet homme n'était pas un pompier, mais un militaire. Il était vêtu d'un étrange uniforme dans des teintes gris-noir, portait des Rangers et un gilet pare-balles sur lequel était inscrit en jaune « DPA ». Lorsque le soldat fut suffisamment proche, le sergent Hudson remarqua que cet homme était un gradé. Le soldat fit un salut militaire aux 3 policiers avant de commencer à parler. Il portait à son annulaire gauche une chevalière frappée d'une plume en argent. « Je suis le lieutenant-colonel Wooden. Content de voir que vous allez bien. Où est le reste de l'expédition? Ils sont partis un peu plus loin avec un suspect, répondit Hudson. Très bien, vous avez une radio qui me permettrait de contacter Alias? Le sergent Hudson lui tendit son talkie-walkie. DPA 025 pour DPA 001. Répondez DPA 001. À quelques kilomètres de là, en pleine forêt, le commissaire Tassier tendit sa radio à Alias qui s'éloigna un peu du groupe pour répondre. Ici DPA 001. Qu'est-ce que vous foutez ici, Wooden? Protocole 5, monsieur. Vous ne répondiez plus, alors on m'a envoyé. Vous êtes venu comment? Avec l'hélico des pompiers de Marmottin, monsieur. Qu'est-ce que ça donne de votre côté? On suit un suspect qui a l'air de nous conduire à son domicile. Le gars a un grain, mais il intrigue Bennett. Bien reçu. Des instructions pour la suite? Oui, retournez à Marmottin et mettez-vous en stand-by. Enfin, si vous y arrivez. Comment ça, si j'y arrive, monsieur? Rien n'a l'air de pouvoir sortir de Pic-au-Vent. Vous pouvez préciser? Nos véhicules ne démarrent plus et on n'arrive pas à communiquer en dehors de Pic-au-Vent. Le lieutenant-colonel afficha un air surpris avant de rendre sa radio au sergent Hudson. Il salua les 3 policiers et se dirigea vers l'hélicoptère des pompiers de Marmottin. Une fois le soldat à bord, quand le pilote voulut démarrer son appareil, il ne se passa rien. L'hélicoptère était cloué au sol, tout comme les véhicules de police. La nuit commençait à tomber et les corps à fatiguer. L'officier Mendes, Wolf Hudson, le lieutenant-colonel Wooden et son pilote Rémy sympathisaient après avoir prévenu le groupe du commissaire que l'hélicoptère était lui aussi cloué au sol. Ces derniers continuaient leur progression dans la forêt. Et donc, c'est quoi la DPA? Demanda Hudson à Wooden. Je suis désolé, mais vous n'avez pas les habilitations requises pour le savoir. Ouais, mais vous bossez avec Alias, donc ça a un rapport avec Bennett, je suis sûr. C'est qui, Bennett? Demanda Rémy, le pompier volontaire et pilote de l'hélicoptère. Tu sais, c'est le gars bizarre qui s'était pointé il y a 2 ans à Marmottin pendant l'affaire du décapiteur fou, expliqua Mendes. Ah ouais, lui. Mais c'était un des suspects à la base, non? Ouais, au début, mais après ça a changé parce qu'il a aidé l'inspecteur Bloom, de ce que j'ai compris. Perso, moi j'ai jamais rien compris à cette affaire, déclara Wolf en s'allumant une cigarette. Bon, moi je vais pisser, s'exclama Mendes en s'éloignant du groupe, éclairant le sol avec sa lampe torche. Alors qu'il finissait sa petite affaire dans la forêt située en contrebas de la route, l'officier entendit d'étranges bruits autour de lui. Il dégaina son arme. Il y a quelqu'un? De nouveau, les petits bruits se firent entendre. L'officier utilisa sa radio. Mendes pour Wolf, j'entends des bruits bizarres. C'est sans doute ton imagination. Ou alors t'as pété sans t'en rendre compte, comme quand ça t'arrive au poste. La ferme, je déconne pas, il y a des bruits. Wolf reprit son sérieux. Tu veux qu'on vienne? Soudain, alors que les bruits se firent de nouveau entendre, une biche passa devant l'officier Mendes. Non, c'est bon, fausse alerte, juste une biche, terminé. Ok, bien reçu. Malheureusement pour l'officier Mendes, les bruits qui l'avaient inquiété n'étaient pas ceux d'une biche. Alors qu'il avait commencé à remonter sur ses pas pour retourner avec ses collègues, il entendit un craquement dans les arbres. Il leva alors la tête et, du haut d'un sapin, une étrange petite créature au poil blanc lui sauta dessus. Il eut à peine le temps de comprendre ce qui lui arrivait que la bête lui mordit la jugulaire après avoir enfoncé ses griffes acérées dans la poitrine. Wolf s'effondra dans la neige, tandis que l'animal en furie déchiquetait son visage. La scène était d'une violence extrême. Autour de lui, la neige maculée virait progressivement au rouge écarlate. L'étrange créature semblait adorer le goût du sang du policier. Elle le buvait à grosses gorgées. Quand elle fut rassasiée, elle fila tranquillement dans la forêt, à 4 pattes. Il était 23h59.